Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Je fais une petite vidéo pour essayer. Un camion qui passe. Pour essayer au mieux de vous aider un peu à réviser, on va dire ça comme ça, pour le sujet de la vérité. Bon, j'ai quelques trucs sous les yeux, ça va pas nous servir à grand chose. Le sujet est pas hyper compliqué en soi, de la vérité. On a 4 définitions à voir, on va les expliquer rapidement. La vidéo ne doit pas être très longue, elle fera moins de 15 minutes, donc évidemment il n'y aura pas absolument tout. Le but c'est avant tout de rendre les concepts le plus simples et de bien retenir les 2 ou 3 infos importantes, et exemples on va dire ça comme ça, par définition. Et on verra rapidement le texte de c'est Infield et Einstein sur, je crois, c'est l'évolution des idées en physique ou quelque chose comme ça, avec l'exemple de la montre et du scientifique. Enfin, bref, vous voyez de quoi je parle. Je vais récupérer le texte et on s'y met. Bon, avant toute chose, je m'excuse, je vais pas arrêter de me remettre les cheveux. Je viens de me laver, ils sont trempés, ils tombent sur mes yeux. Je suis navré. Ça va pas être très agréable, mais c'est comme ça. J'ai pas trop le choix. On commence donc par les différentes définitions de vérité. Je ferai à la toute fin un petit résumé. Peut-être que je le mettrai au tout début. Non, je le mettrai à la fin. Enfin, c'est pas un petit résumé, mais ce sera peut-être une autre vidéo en fait. Je sais pas encore. Sur pourquoi est-ce que ce que vous faites en ce moment et pourquoi est-ce que la philo c'est absolument essentiel. Je pense que tous les profs disent de leur matière, oui, ma matière est importante, etc. C'est vrai pour la majorité des matières. Pour toutes les matières sont importantes. Il n'y en a aucune qui l'est autant que la philosophie. Voilà, tous les profs disent ça, j'en suis certain. En même temps, un prof d'espagnol qui vous dit ça, il vous prend sans doute un peu pour un con. Mais non, la philo, c'est absolument essentiel. Parce que c'est ce qui va avant tout régir les rapports humains entre eux. Et il n'y a pas grand-chose de plus important que ça, je crois. Ouais, je vois pas trop ce qui peut être plus important que le lien entre les êtres humains. Bon, là tout de suite, la définition de vérité et le rapport avec votre voisin, il est peut-être un petit peu flou, mais vraiment, non. Voilà, c'est vraiment essentiel la philosophie. Je pense qu'après, vous n'êtes pas débile, je pense que vous le savez que la philo c'est une matière à part, que c'est probablement la matière la plus compliquée, vous savez peut-être pas exactement pourquoi, vous ne sauriez pas forcément l'expliquer, peut-être que je sais pas non plus l'expliquer non plus, mais c'est important de l'avoir en tête et de comprendre que ce qu'on fait c'est absolument essentiel. Même si, même au sein des profs et au sein de beaucoup, voilà, des adultes, il y en a beaucoup qui pensent que commencer la philo en terminale, c'est trop tôt. Ce sont des tocards, il ne faut pas les écouter. En réalité, ça devrait se commencer un peu plus tôt, la philo. On devrait y être introduit dès la primaire, mais c'est pas le sujet pour le moment. Voilà, on s'y met, la vérité. 4 définitions de vérité. La définition 1, la définition d'une vérité ontologique, c'est une chose est vraie lorsqu'elle est conforme à ce qu'elle doit être. Ok. Bon, ça c'est la phrase. Il y a des trucs un tout petit peu à apprendre par cœur. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre par cœur? Pour éviter de vous retrouver devant votre copie et de ne pas savoir comment le formuler. Alors oui, la formation, du coup, voilà, une chose est vraie lorsqu'elle est conforme à ce qu'elle doit être. Bon, ça peut être un peu lourd d'écrire ça 10 fois. Le tout, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire. Et l'exemple, voilà, bon, du billet de banque, de la barbe, de la chaise, tout ça, c'est un bon truc. Mais l'idée importante dans la vérité ontologique, c'est de comprendre ce que veut dire le mot vrai. Quand je dis de quelque chose que c'est vrai, quand je parle de vérité ontologique, hein, on parle de la vérité ontologique, évidemment. Quand je dis d'une chose qu'elle est vraie, je la qualifie. C'est une qualité que je donne à cet objet. Je dis que cet objet est vrai, je le qualifie. Voilà, il est grand, il est petit, il est vrai. Voilà, si je prends ce bouquin, je dis c'est un vrai bouquin. On a tous compris l'exemple de Monsieur Chigo. À l'intérieur, il y a des mots. C'est intéressant. Jean Genet, Le miracle de la rose. Bon, je l'ai pas encore lu, mais on part du principe que c'est un vrai bouquin. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on aurait comme vrai bouquin? Bon, j'ai pas de bouquin à portée de main, mais enfin, j'ai que ça, mais je sais pas lequel vous prendre. Donc, un peu la flemme. Ce qui est important dans la vérité ontologique, c'est ce qui est sous-entendu. Et ce qui est sous-entendu, c'est quoi? Quand une chose, elle doit être conforme à ce qu'elle est, ça veut dire qu'il y a une idée de cette chose. Ça, c'est absolument essentiel dans la vérité ontologique. La vérité ontologique, c'est un lien entre l'objet et l'idée de cet objet-là. On prend le billet de banque, on prend la chaise, on prend la barbe. Ce qui est compliqué, ça peut être de définir cette idée. Cette idée, elle peut être très claire pour nous et compliquée à expliquer. Voilà, si vous voulez, on prend le bouquin, on a une idée assez claire du bouquin, ou de la musique par exemple, de la bonne musique, mettons. Bon, là, on va aller sur un truc mais en même temps, c'est aussi pour ça que sert la vérité ontologique. Je dis la techno, c'est pas de la vraie musique, parce que voilà, il y en a beaucoup qui pensent ça, et d'autres qui pensent le contraire. J'ai pas d'avis là-dessus, c'est pas la question. Mais ceux qui pensent la techno, c'est pas de la vraie musique, c'est parce que leur définition de la musique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'idée qu'ils ont de la musique ne correspond pas à la techno. Ça doit être un truc, je sais pas, un truc esthétique. Ils trouvent pas que le truc est esthétique, donc voilà, c'est pas agréable à écouter. Ok, c'est pas de la musique. Donc la définition ontologique, elle est essentielle à être clarifiée. Il faut la clarifier quand on parle de quelque chose. Lorsqu'on commence une disserte en philo, on doit définir les termes.
bah, en fait, quand vous définissez vos termes, on est sur de la vérité ontologique, hein. C'est-à-dire, vous allez dire, ok, on parle, je sais pas, genre, l'État doit-il décider de ce qui est juste, c'est mon sujet de bac, voilà. Et bah, il faut définir État, il faut définir justice. Bon, tous les termes que vous voulez définir, vous les définissez. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que lorsqu'on n'a pas la même vérité, la même définition d'un objet, on ne parle pas, et qu'on parle de vérité ontologique, on ne parle pas de la même chose. Vous comprenez le problème? C'est absolument essentiel. La vérité ontologique, on pourrait dire que c'est quasiment une vérité de définition. Est-ce que l'objet correspond bien à la définition qu'on s'en fait? Donc il faut que cette définition elle soit explicitée, il faut qu'elle soit dite, il faut qu'elle soit comprise. C'est absolument essentiel. Donc il faut vraiment comprendre ça. Dans la vérité ontologique, c'est le lien entre la chose et sa définition. On n'oublie pas, la formule que Shigo va vouloir que vous de sortiez. C'est un truc du style la vérité ontologique, elle qualifie l'objet. C'est essentiel. Elle qualifie l'objet. Voilà, elle qualifie. Voilà, c'est important. Donc vous avez bien compris. Voilà, vérité ontologique. Ceci est une vraie statue. Ça correspond. Vous la voyez peut-être pas. Ceci est une vraie statue. Elle correspond à ce que j'attends des statues. Donc c'est une vraie statue dans le sens ontologique du terme. Ensuite, on a les deux vérités logiques. Bon, elles sont assez faciles. On commence par la vérité de cohérence, puisqu'elle n'a qu'un seul critère. La vérité de cohérence, c'est que ce que je dis fonctionne, est cohérent, est vrai par rapport au système. Ce que je dis, ça marche dans un système. L'exemple, c'est la géométrie, donc vous l'avez bien compris, géométrie euclidienne. On n'oublie pas de le préciser. Vous dites, voilà, dans la géométrie d'Euclide, un triangle, si on additionne la somme des angles d'un triangle, on obtient toujours 180 degrés. Ça, c'est vrai. C'est donc une vérité de cohérence parce qu'elle est cohérente dans un système. On a un système qui est... Le système, c'est, vous voyez, c'est une sorte d'espace défini, vous voyez, dans lequel il y a des choses. Eh bien, si je dis une chose et qu'elle est vraie dans ce système, dans ce cas-là, je parle d'une vérité de cohérence. Ensuite, ça y ressemble beaucoup, mais ça ajoute un critère en plus. Donc là, on avait la géométrie euclidienne. Vous pouvez faire ça quand vous êtes devant votre brouillon, devant la copie, mettons, on vous demande des 4 types de vérité, faites le petit brouillon avec les 4 idées essentielles, avec les 4 exemples, ce sera le plus simple. Donc pour la vérité ontologique, vous mettez billet de banque. Ensuite, pour la vérité logique, mettons que vous vous souvenez que ça avait un rapport avec les sciences. Vous savez qu'il y a géométrie, machin, bon, vous le mettez. Vous savez qu'il y a deux trucs en logique. Vous avez d'un côté la géométrie. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un système. C'est un système, ça a été écrit, défini, etc. Et de l'autre côté, on a la science ou la physique, peu importe, parce que c'est la vérité de correspondance. Pourquoi est-ce qu'on dit correspondance? Parce que la chose correspond, la chose que l'on dit ou qu'on observe, enfin ce qu'on va expliquer, correspond à deux choses. Ça correspond à nos observations et ça correspond à la théorie qui est admise jusque-là, ça correspond au reste du système, on va dire, physique qui a été établi jusque-là. La vérité de correspondance, elle est nécessairement en lien avec nos observations. Quatrième définition, ça c'est la définition quasiment philosophique de la vérité. Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais c'est pas très grave. Quatrième définition, ça c'est la définition qu'on retient le plus dans la démarche philosophique, on va dire ça comme ça. C'est la bio Insta d'un de mes meilleurs potes. Elle est vraiment bien cette citation. Enfin cette définition, c'est donc la vérité, c'est le discours conforme à la réalité. Discours conforme à la réalité, donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que je dis est bien conforme au monde. L'exemple typique de la vérité de conformité, enfin de la vérité, oui, vérité de conformité, ou d'adéquation, c'est je dis qu'il pleut dehors, c'est une vérité de conformité. La philosophie, c'est quasiment une quête de vérité de conformité, hein. On essaye de dire ce qui est vrai. C'est ça le but, hein. Mais parfois on a du mal, c'est compliqué. Vous voyez, on prend l'exemple du bâton dans l'eau. Alors là, c'était pour les illusions, on va pas confondre tout, mais voilà. Si je dis ce bâton n'est pas droit, vous voyez, il se casse dans l'eau. Ce que je dis est faux. Alors là, donc c'est pas une vérité de conformité, hein. Je veux dire, une vérité de conformité, c'est le bâton est droit dans l'eau, simplement les lois de l'optique font que je le vois un peu penché. Pourquoi cet exemple il est absolument essentiel? Parce qu'il est vraiment essentiel. Ce que ça veut dire par là, c'est que quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui n'est pas au courant de ça, et qui plongerait un bateau dans l'eau, on peut dire un enfant de 7 ans, vous voyez, il pourrait vraiment se dire, ce bâton se casse. Là, c'est un exemple qui est très facile à imaginer, on le voit, et on pourrait se dire que personne ne tombe dans l'illusion. Il y a une grosse partie de la philosophie qui consiste à chercher ces illusions, hein, et consiste à dire, ok, super, un bâton dans l'eau, on arrive à le voir, mais qu'est-ce qu'en est dans la civilisation, dans la société, qu'est-ce qui en est dans les rapports humains, qu'est-ce qui en est dans les grandes valeurs, bref, c'est vraiment
La vérité de conformité, c'est la vérité essentielle en philosophie pour moi. C'est-à-dire, c'est la recherche de vérité. En philosophie, on recherche la vérité de conformité. On recherche le discours conforme à la réalité, c'est ça ce qui nous intéresse. En philosophie, on cherche à dire telle qu'est la réalité. On s'intéresse à ça avant tout, c'est essentiel. À part quelques philosophes qui ont un point de vue un peu différent, mais l'idée c'est vraiment ça. Donc voilà, il faut vraiment pas oublier ce truc-là, c'est essentiel, conformité, donc ça veut dire que ce qu'on dit, c'est bien quasiment on pourrait dire, c'est une correcte description du monde. C'est ça ce qui nous intéresse. Voilà, la conformité, bon après ça m'a l'air d'être plutôt clair. On avait rapidement parlé des bougies, de la cire, etc. Je vais pas vous refaire tout le cours là-dessus parce qu'il a été un peu long. L'idée, c'est de dire que la conformité, pour atteindre la conformité, c'est-à-dire pour correctement décrire quelque chose, on a besoin de notre raison et pas seulement de nos sens. Par exemple, l'exemple de la cire, vous voyez, la cire, si je la décris uniquement d'un point de vue purement, un point de vue direct, vraiment uniquement de l'observation instantanée et sans plus de réflexion, je dis, voilà, je décris son odeur, sa couleur, sa forme, voilà. Mais c'est une mauvaise manière de la décrire. J'ai pas véritablement décrit ce qu'était la cire. J'ai décrit la cire à un moment donné précis et je l'ai probablement même mal fait. L'idée, c'est que la cire, si je veux donner la définition de la cire conforme à la réalité, véritablement, je dois donner l'essence de la cire. Ce qui fait que la cire est de la cire. Si elle n'était pas ça, elle ne serait pas la cire. Là, vous voyez le rapport entre la vérité ontologique qui décrit l'objet et la vérité de conformité qui décrit ce que je dis. Ça, c'est important. Vous voyez, on avait dit tout à l'heure, la vérité ontologique, elle qualifie la chose. La vérité de conformité, la vérité d'adéquation, elle qualifie le discours. Absolument essentiel. Ça, c'est les deux trucs, vous devez le retenir absolument. Vérité ontologique, c'est une qualité de l'objet. Vérité de conformité, c'est une qualité de l'énoncé ou du discours. Ça, c'est absolument essentiel. Donc là, on est en vérité de conformité et j'essaye d'expliquer, j'explique ce qu'est la cire. On m'a demandé ce qu'était la cire, je dis ce qu'est la cire. Bon, c'est quelque chose qui peut prendre toute forme dans une étendue. C'est un corps. Je décris son essence. J'explique éventuellement comment est-ce qu'elle a été faite, par exemple. La production de la cire. Si la cire n'a pas été produite de telle manière, alors c'est pas vraiment de la cire. C'est la vérité Là, c'est de la vérité de conformité. Là, je décris la réalité. C'est ce que je dis qui est vrai. Bien. Maintenant, si j'observe une chose et que cette chose correspond à la définition que j'ai donné en vérité de conformité, cet objet est un vrai ontologique. Vous voyez le rapport ? Le rapport, il est absolument nécessaire à comprendre parce que la vérité ontologique et la vérité de conformité, elles se ressemblent beaucoup. On pourrait quasiment le simplifier en disant, ça, c'est des post-it. Les post-it en eux-mêmes, ils correspondent à ce que c'est des post-it. Ils ont une petite barre collante en haut, ils sont en papier, ils sont colorés. C'est de la marque post-it, c'est vraiment des post-it. Donc eux, ce sont de vrais post-it, de vérité ontologique. Moi, quand j'explique ce qu'est ce post-it, quand je dis voilà, le post-it c'est ce papier, c'est un papier coloré, il est carré, il y a une petite barre collante, il y a des post-it derrière, et je dis donc ça c'est un post-it, je décris le post-it, ça c'est une vérité de conformité. J'ai correctement décrit la réalité, c'est ça l'essentiel. Quand je parle de l'objet, quand c'est l'objet dont on parle, c'est une vérité ontologique. Quand on parle de ce que je viens de dire, c'est de la vérité de conformité. On termine rapidement le truc de vérité avec le texte de Albert Einstein et Leopold Infield. Évolution des idées en physique, j'espère que vous avez le texte, vous en avez peut-être besoin devant vous, j'en sais rien. En fait, on va même pas avoir besoin vraiment du texte, je pense qu'on va même pas le lire, on va essayer d'aller rapidement parce que ce qu'on veut c'est l'idée principale. D'ailleurs j'ai noté les différents points et on va les reprendre rapidement. Ok, 7 je crois, si je les ai bien notés, 7 points à retenir. Le plus simple, il faut vous faire un film dans votre tête. C'est vraiment le plus simple parce que ce texte, il est extrêmement visuel, il est simple à comprendre, pas forcément à lire, je sais pas, mais en tout cas, l'idée, elle est simple derrière, très utile, et elle est intéressante, mais elle se comprend. D'abord, ce texte, c'est une comparaison entre le savant et l'homme. Donc on va réduire le rôle du savant. En fait, c'est une sorte de transposition. Vous voyez, en mathématiques, on ferait une sorte de réduction, vous voyez. Au lieu de devoir expliquer le problème du savant face au monde, qui est un problème immense, on réduit le savant à l'homme et on réduit le monde à la montre. Ok ? Mais on va comparer. On estime qu'il y a un lien entre les deux choses. Le savant devant le monde et l'homme devant la montre. Enfin, c'est le savant ou le scientifique
c'est le chercheur, mais bon, voilà, vous avez l'idée. On parle de l'homme face à la montre de la même manière qu'on parlerait du savant ou du chercheur face au monde. Et donc il faut imaginer, vous voyez, vous faites un petit dessin animé dans votre tête. Bon, faut imaginer, vous faites un petit film dans votre tête, vous avez un homme qui se balade et il y a une table et sur cette table, il y a une montre, ok? Il s'approche de la montre, il la prend, il regarde et il voit que les aiguilles tournent. Mais il n'est pas débile cet homme et il voit bien que ces aiguilles, elles doivent tourner d'une certaine manière. Il doit bien y avoir quelque chose qui les fait tourner. Sauf que, il regarde un peu autour de la montre, etc. Il essaie de regarder sous les aiguilles, qu'est-ce qu'il voit? Rien du tout. La boîte, elle est fermée, le petit cadran, vous voyez, tous les engrenages qu'il y a à l'intérieur sont complètement hermétiques. Il n'a aucun moyen de savoir ce que c'est. Il ne sait même pas qu'il y a d'engrenage. Il n'a aucune idée. Il entend un petit bruit, voilà, mais il n'y a rien. Il ne voit rien. Il voit juste l'effet de ce qu'il y a sous les aiguilles. Qu'est-ce qu'est l'effet de ce qu'il y a sous les aiguilles? C'est évidemment le tic-tac et les aiguilles qui tournent. Le boîtier de la montre, ça c'est une des trois idées essentielles de cette comparaison. Il ne faut pas l'oublier, c'est absolument essentiel. Le boîtier de la montre, donc le mécanisme qui est à l'intérieur, on va l'appeler le mécanisme pour ne pas parler d'engrenage, etc. Le mécanisme qui fait tourner les aiguilles, il est inaccessible à l'homme définitivement. Ok? Jamais, c'est absolument impossible d'ouvrir ce boîtier. Jamais, jamais, il ne verra ce qu'il y a dedans. Il faut vraiment bien le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que en vrai, l'idée, elle est simple, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais, ni vous, ni moi, ni les scientifiques, jamais on ouvrira ce boîtier, jamais on aura une réponse, jamais personne, on n'aura pas cette sorte de certitude absolue, on ne va pas pouvoir un jour ouvrir les yeux et observer pleinement ce qu'il y a. On ne verra jamais les mécanismes qui font tourner les aiguilles. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, évidemment, vous le comprenez bien, ça ne nous empêche pas de réfléchir sur cette montre. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, point 1, jamais on ne verra le mécanisme. Jamais. Ça, c'était l'idée importante. Maintenant, bon, l'homme, il est en train de regarder la montre, il voit qu'il ne peut pas regarder ce qui fait tourner les aiguilles. Et du coup, il se pose des questions. Il a une sorte de désir en lui, un désir de raison, un désir de savoir, qui va lui demander, qui va le pousser à se demander, putain, mais comment ça marche ce truc? Pour tenter de répondre à ça, pour tenter voilà, de combler cette pulsion de savoir, qu'est-ce que l'homme fait? Il imagine. Il va créer des modèles. Ok? Ces modèles, c'est les théories. Hein. Donc, les petits modèles d'engrenage ou les petits modèles, peu importe, hein, les petits modèles que refont les hommes de montres, ce qu'on appelle en science les théories. Okay. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs hommes, mais même un seul homme pourrait faire plusieurs théories, c'est pas le problème. Mais mettons plusieurs hommes, chacun avec sa théorie, chacun réfléchit, chacun crée, chacun essaye de trouver une explication, de comprendre comment ou pourquoi est-ce que cette montre fonctionne. Et on se dit que les hommes sont pas trop cons, ils se retrouvent entre eux, ils montrent tous leurs petits modèles, toutes leurs petites maquettes, toutes leurs théories, ils les expliquent. Et on va passer quasiment à un vote et on va se dire, ok, nous on a besoin de savoir ce que c'est, donc il faut qu'on choisisse la bonne, parce que toutes ne peuvent pas être bonnes, elles sont toutes différentes, et on sait qu'il n'y a qu'un seul truc qui est vrai. Donc, on va faire un choix. Vous, je pense, avez retenu les trois grands critères. Il faut que les modèles soient simples, esthétiques, et qu'ils servent de prévision. C'est les trois grandes parties. Le plus important, en vrai, dans la théorie, c'est la prévision. Si vous avez le truc le plus simple et le plus esthétique, mais que le futur qui est prédit par votre théorie ne s'applique pas du tout, mais rien à voir, bon, c'est mauvais votre truc. Donc c'est le critère essentiel, c'est quand même la prévision. Celui qui arrive le mieux à dire ce qui va se passer après, on estime que c'est lui qui est le plus proche de ce qui se passe vraiment dans la montre. Parce que s'il est capable de dire, ok, dans 7 semaines, eh ben, on en sera là, il se sera passé telle chose, et que effectivement c'est ce qui s'est passé, on peut partir du principe que ce modèle marche bien avec les aiguilles, avec les effets. Cette meilleure théorie, elle devient la théorie scientifiquement vraie du moment. C'est hyper important. Peut-être le truc le plus important maintenant, c'est du moment. Okay, on n'oublie pas que ça reste... Donc non seulement c'est une théorie, mais qu'en plus, elle est associée quasiment à une époque, à une période. C'est quasiment dans l'attente d'en trouver une meilleure. Parce que on croit, on estime ou on suppose qu'on n'a pas le modèle parfait. Donc,
Même si on se dit, ok, notre modèle, ce modèle-là est meilleur que celui d'à côté, ça veut pas dire qu'il est parfait, ça veut simplement dire qu'il est meilleur que celui d'à côté. Mettons que ça continue pendant des siècles, des siècles, des siècles, ce qui globalement se passe, eh bien, on part du principe, enfin en tout cas on théorise, sur le fait qu'un jour, on arrive à une sorte de... Putain, est-ce que vous savez de quelle vérité on parle là quasiment? On est proche de... C'est quoi? C'est une sorte de vérité de correspondance, hein. Parce que on a fait un système, le système c'est la théorie, on a des observations, on essaye de faire rentrer, d'expliquer de manière correspondante, enfin on essaye d'expliquer cette observation d'une certaine manière, que cette manière soit compatible avec le système précédent. Si une observation va à l'encontre de ce qui a été établi dans le système ne peut plus être cohérent, donc il faut changer les choses, mais, mais on avance comme ça progressivement, d'observation en observation, de vérité de correspondance en vérité de correspondance, on avance de plus en plus. Et on avance tant qu'un jour, on finit par avoir tout observé, et que tout ce qu'on a observé, on est capable de l'expliquer, on a notre truc, on a les raisons, tout fonctionne ensemble. On a une théorie parfaite. Pourquoi parfaite? Parce qu'elle correspond parfaitement en elle, c'est-à-dire elle n'a pas de contradiction en elle, et elle explique bien tous les effets, toutes les observations. Cette théorie est donc la vérité objective ou théorie définitive. On a bien vu là, cette théorie-là, cette ultime théorie, hein, on pourrait la voir comme la vérité de correspondance parfaite. Ok. Pour autant, et c'est là quasiment toute la difficulté et en philosophie et en sciences, quel est le problème de cette théorie? On ne pourra jamais dire qu'elle est conforme à la réalité, on ne parlera jamais de vérité de conformité. Pourquoi on ne parlera jamais de vérité de conformité? Parce que, vous l'avez bien compris, la boîte est fermée, le boîtier de la montre est fermé. Même si à côté de la montre, après des années d'études, je finis par créer un modèle parfait, c'est-à-dire que les aiguilles font exactement la même chose, exactement, je peux prédire ce qui va se passer, j'ai parfaitement modélisé ce qui se passe, même là, je ne pourrais pas dire mon modèle est conforme à la réalité. Pourquoi? Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le boîtier. C'est absolument inaccessible. Lorsque je dis il pleut et que je regarde dehors, je vois qu'il pleut, c'est une vérité de conformité parce que je peux le vérifier, vous voyez, je le constate. Jamais on ne pourra constater la conformité de la théorie scientifique avec la réalité parce que la théorie, elle est figée, elle est bloquée, elle est cachée dans ce boîtier, ça vous l'avez bien compris. Donc, dans le texte de Einstein et de Einfield, on conclut sur le fait que la science, la limite idéale de la science, c'est une vérité de correspondance parfaite, une vérité objective, une théorie définitive, jamais une vérité de conformité. Quand bien même, et là c'est la dernière chose que vous pouvez dire, quand bien même, effectivement, ma montre que j'ai refaite est absolument identique à celle qui m'est cachée. J'ai refait en travaillant, en cherchant, en réfléchissant, j'ai refait exactement le même mécanisme, exactement le même. Et si j'ouvrais le petit boîtier et que je comparais les deux, je verrais que effectivement ce que je dis est conforme à la réalité. Mais puisqu'on ne pourra jamais ouvrir ce boîtier, jamais on ne pourra dire ce que j'ai fait, notre théorie est conforme à la réalité, c'est absolument essentiel à retenir. Je vous remercie pour votre attention, je suis désolé, ça a peut-être été un peu long, j'espère que que ça vous a aidé en tout cas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas évidemment, je pense que plus ou moins tout le monde maintenant, vous verrez, il y a mon Insta, il y a les commentaires en bas, enfin, les commentaires au-dessous de la vidéo évidemment. Et maintenant je voudrais faire une toute petite partie, mais elle va pas être longue, 1 minute, 2 minutes grand maximum, sur la prochaine vidéo, parce que je pourrais pas tout dire en une vidéo, mais sur pourquoi est-ce que la philo c'est essentiel. Je pense que je pourrais le résumer en 2 choses principales. D'abord, pourquoi est-ce que ça doit améliorer votre rapport avec le monde? Pourquoi est-ce que la philosophie, elle améliore les rapports humains, la société? Et ensuite, vous, de manière individuelle, d'un point de vue quasiment... comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? D'un point de vue de liberté, quasiment. Et d'existence. C'est les 3 points, en réalité.